Bonjour Léo. Alors bonjour Franck Brusset, merci d'accorder cette petite interview pour le site penserlibrement.fr. On vient d'avoir... Ah merde, c'est un site complotiste. C'est un clip dégage. Je m'en vais. On vient de faire l'interview justement avec ton ami Greg Tabibian, où tu fais ton spectacle avec lui sur scène, où ça cartonne tous les soirs, à chaque fois que tu... Oui, tous les soirs on joue. Où tu joues. Ouais. T'en penses quoi de ce succès? Parce qu'on voit qu'il y a du monde même sur les escaliers et tout. Et non, c'était des comédiens ce soir sur les escaliers. Non mais c'est vrai que c'est arrivé une fois où il y avait vraiment trop de monde et on a laissé les gens entrer quand même sur les escaliers. Mais j'étais pas là ce soir-là. Non. Mais là ce soir, non, il y avait que des humoristes sur les escaliers. Ouais. On a laissé les places de. Mais c'est hyper blindé à chaque fois. Pas à chaque fois, mais souvent, très souvent. Ouais. Oui, 90% du temps, je crois. Parce que malgré les pubs qu'on fait dans les médias mainstream, on va dire, où on parle de complotisme et de tout ça sur ces nouveaux acteurs, on va dire, ces nouveaux comédiens, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens quittent le navire ou au contraire ça t'a fait plus de pubs et les gens viennent encore plus te voir? Alors, tu parles du truc par rapport à Kevin Razi? Oui, exactement. Alors, je crois que le Salle des volontaires sur cette affaire a pris énormément d'abonnés. Greg aussi, moi pas tant que ça. Ouais. Mais après, ça a plus fait de la pub, mais pas directement pour le Pas Content Comedy Club. Ouais. C'est pas exactement le même public. Et le public du Pas Content Comedy Club est très sympa. Et voilà, c'est vraiment des gens qui n'ont pas l'habitude, je crois, d'aller voir des humoristes. Enfin, je sais pas si tu vas voir souvent des humoristes, non? Pas tellement. Pas tellement. Et voilà, ils sont contents de découvrir. C'est-à-dire que c'est pas un public habitué des humoristes, donc je suis pas certain que si on leur proposait des trucs très très classiques, ils se rendraient compte que c'est très très classique. Mais on leur propose pas ça. On leur propose des humoristes un peu souvent qui passeraient pas à la télé, hein, parce que dès que tu commences à avoir un peu trop de propos à la télé, pas forcément controversé, hein, mais dès qu'il commence à y avoir des démarches de réflexion, non, ça à la télé, on dit trop compliqué, non, les gens vont pas comprendre, tu vas vexer telle personne, alors que c'est des fois des trucs très simples. Mais ouais, à la télé, il faut que ça soit simpliste, quoi. Ils prennent un peu les gens pour des cons. Et est-ce que la télé, si elle te proposait un poste, est-ce que tu irais? Ou c'est vraiment contre ta nature? Tu préfères être sur scène? Bah, je fais des vidéos sur YouTube. Oui. Donc déjà, alors moi, ma nature, pour moi, c'est vraiment d'être sur scène et jouer un rôle devant la caméra, ça me plaît aussi. Mais c'est vrai qu'être en tant qu'humoriste sur YouTube, j'ai mis longtemps avant de sauter le pas parce que je voulais faire un truc qui avait un intérêt vraiment et qui n'était pas trop fait. Et j'ai fait un truc qui ressemblait un peu au départ, surtout, même toujours, hein, parce que The Russell Brand voilà, sur sa chaîne, et ça se faisait pas en français. Moi, par Dieudonné peut-être, mais encore que c'était pas vraiment la même chose. Comment tu vois que tous les ans, il y a, on va dire, une centaine, voire des milliers de petits comédiens qui ouvrent leur petite chaîne sur YouTube et qui ça ne fonctionne pas et que toi tu sors du lot? Qu'est-ce qui fait? Moi ce qui a fait qu'à fonctionner, très honnêtement, c'est que j'ai bossé avec Greg Tabibian qui m'a fait de la pub et que pour lui ça marchait déjà. Voilà. Mais les gens pourraient te suivre au bout d'un moment alors qu'ils te suivent toujours et ils viennent ton non mais alors ça c'est ce qui m'a donné un accès à un public. Je te parle, enfin qui a permis aux gens à qui ça pouvait plaire de venir sur la chaîne, effectivement. Et après il reste. Après il reste, oui, parce que le franc-parler, bon, l'humour, hein, mais sur des sujets de fond et avant tout le franc-parler, parce que des fois je mets moins d'humour parce qu'il faut absolument que je parle. Je mets moins d'humour, ouais, j'avoue, parce que je travaille moins les blagues, parce qu'il faut que je parle vraiment en urgence d'un sujet grave et je le fais plus pour que comment dire. Disons que je rabote un peu sur l'humour, enfin je travaille un peu moins l'humour parce que ça me paraît très important d'informer les gens sur un sujet
en urgence quand il se passe des trucs graves et donc personne d'autre ne parle. Quoi. Et tu te sers de l'humour pour faire passer un message? Oui, totalement. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, il faut d'abord avoir quelque chose sur lequel tu veux t'exprimer et ensuite tu mets la forme, quoi. On voit que même sur scène, tu as toujours des choses à dire importantes. Tu parles pas de chewing-gum ou de McDo ou des conneries comme ça. Alors après, je parle de thèmes parfois qui sont sur scène qui sont un peu plus généraux que dans les vidéos. Enfin, universels, si tu veux, qui pourrait paraître bateau. Mais j'essaie toujours de trouver un éclairage, même quand je parle des relations hommes-femmes, j'essaie de trouver un éclairage différent, pas... Tu trouves que les gens ils sont pas assez éveillés avec tout ce qui se passe? Là c'est vraiment la question est vaste et peut être mal interprétée aussi. Mais qu'est-ce qui est réveillé? Parce que je sais qu'il y a tout un milieu de gens qui s'informent, pas toujours bien d'ailleurs. Ouais. Mais qui s'appelle eux-mêmes éveillés, j'en fais certainement partie, mais moi j'aime pas les étiquettes, ouais. J'aime pas les étiquettes, j'en colle aussi, mais si tu veux, il y a les étiquettes, éveillés, dissidence, tout ça, mais déjà ne serait-ce que les gens qui s'intéressent, il n'y en a pas assez. Alors après, avoir compris le fond du truc, moi-même je suis pas sûr de l'avoir compris. Ouais. Mais est-ce que tu crois par exemple une personne qui s'informe que par la télé, par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être éveillé ou elle est trop manipulée dans ce média-là? Non mais déjà, la télé, c'est quoi le but de la télé? C'est quoi le but de la télé? C'est pas de t'informer. Je veux dire, au niveau de... Le but de la télé, c'est de faire de l'argent. Avec de la publicité, ou en demandant aux gens d'appeler des numéros surtaxés pour voter pour éliminer un tel ou un tel. Enfin, le fond de la télé, le but ultime de la télé, c'est de faire de l'argent, c'est tout. Donc c'est pas de t'informer. Si t'informes, c'est pratiquement par accident. C'est qu'ils se sont dit, donc les gens, ça fait de l'argent quand on informe les gens, mais donc tu peux pas reprocher à la télé de pas t'informer parce que c'est pas son but initial. Et comment ça se fait qu'autant de monde ne voit pas ça comme ça? Parce que c'est en même temps très simple et compliqué à expliquer, mais en fait, si tu veux, il y a... Comment dire? Les êtres humains, ils réfléchissent souvent dans un paradigme de pensée, c'est-à-dire qu'ils ont des... Même des fois, c'est très général, très global, des schémas de pensée qui englobent parfois beaucoup de choses. Mais c'est très dur d'en sortir, de se remettre en question, de remettre en question le paradigme. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple pas trop controversé? Avec peu de controverses et qui pourrait être clair, mais... De nos jours, sans controverse, tu crois que ça existe? Hein? Oui, c'est possible. Ouais, attends, j'essaie de trouver un exemple. Tu pourras couper le moment où je réfléchis si tu veux. Mais non, j'essaie de trouver un exemple qui peut te mettre tout le monde d'accord en donnant des faits. Bon, on va prendre un exemple. Bon, ça va être controversé, mais il y a un discours récurrent qui est les chômeurs coûtent de l'argent à l'État. Non, en fait non, parce que Pôle emploi s'endette, Pôle emploi s'endette et indirectement endette l'État, mais en fait, ce qui est versé comme cotisation chômage à l'URSSAF paie largement ce qu'on paie comme indemnité aux chômeurs, largement. En fait, l'endettement, il provient de quoi? Il provient du fait que Pôle emploi a des actions pécuniaires d'aide et d'incitation à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent, ils font des formations, ils donnent de l'argent à des entreprises pour créer des jobs, etc., pour avoir certains types de contrats aidés. En fait, tout ça, c'est ça qui crée l'endettement. Mais si tu fais l'équilibre bête et méchant au niveau comptable de ce que payent les actifs, les salariés, les salariés en cotisation pour le chômage et ce que tu donnes aux chômeurs en indemnité,
en allocation chômage, pardon, en fait, c'est excédentaire. Ça, peu de gens le savent. Mais tu vois, la base, c'est de dire, oui, les mecs qui travaillent pas, on leur donne de l'argent, donc ils coûtent de l'argent à l'État. Et c'est déjà vachement dur de se dire que non, attendons, réfléchissons 2 secondes, observons les choses de façon rationnelle et essayons peut-être de sortir du schéma de pensée. Un autre truc, c'est qui a été vachement martelé, c'est tout le côté « je suis Charlie ». Tu vois, où les gens ont lancé « je suis Charlie », ont défilé dans la rue, etc. pour dire « non, les terroristes ne nous empêcheront pas d'utiliser notre liberté d'expression ». Mais à aucun moment, le terrorisme n'a menacé la liberté d'expression. Ce qui menace la liberté d'expression, c'est l'État dans lequel tu vis, le gouvernement, toute la structure étatique qui peut ou pas t'empêcher de t'exprimer. Éventuellement des pouvoirs financiers, parce que finalement ils ont plus de pouvoir que le politique, mais à aucun moment, quelques mecs qui tirent sur des gens et posent des bombes ne limitent la liberté d'expression. C'est marginal, comparé à la structure étatique qui peut interdire tel journal de publier, l'attaquer pour l'empêcher de parler, le censurer, ou même des financeurs qui peuvent dire un tel, tu dis plus ça. D'ailleurs, ça se passe sans arrêt. Hein. Les mecs qui possèdent les journaux et les journalistes, ils savent ce qu'ils peuvent pas dire. Et comment tu as eu ce déclic pour arrêter de voir ce qu'on voulait te faire penser et de réfléchir par toi-même? Non, mais c'est vachement progressif. C'est vachement progressif, mais... Tu crois que tout le monde peut y arriver ou il y a toujours un pourcentage qui n'y arrive pas? Moi, j'ai toujours été très critique, mais pour... comment dire? C'est-à-dire, si tu prends du recul par rapport à tout ce qu'on te dit et tout ce que tu vois... Il y a un décalage. Non, mais déjà c'est facile de te dire tiens, ça sent la merde. Mais après, savoir d'où vient l'odeur exactement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui réalisent que non, ça marche pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ensuite, moi, ça a été vachement progressif. C'est-à-dire que depuis longtemps, je voyais tu vois, depuis longtemps, ouais. En gros, dès l'âge de 16 ans, je commençais à m'intéresser à la politique. À 18 ans, j'étais super content de voter, tout ça. Et puis, entre 18 et 22 ans, même, j'ai réalisé... j'ai commencé à me dire... en fait, les mecs, ils proposent un peu la même chose. Ils se tirent dans les pattes, mais il y en a... Enfin, je veux dire, on a essayé la gauche pendant des décennies avec la droite alternativement. Ils se sont tirés dans les pattes, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils avaient promis. Finalement, l'un comme l'autre déjà sont inefficaces pour améliorer la situation du pays. Et en plus, après j'ai commencé à analyser le discours, et puis moi je pensais des trucs parallèlement, je disais mais il faudrait faire ça, là, il n'y en a aucun qui le propose. Il faudrait faire ça aussi, il n'y en a qu'un qui le propose. Et bon, il y a un nouveau parti qui s'est créé, qui avait un discours intéressant, dans lequel je me suis engagé. Et j'ai vu comment ça fonctionnait de l'intérieur. Parce que je ne m'étais jamais engagé en politique, parce que, tu vois, je me disais... Déjà, j'étais d'accord avec certains trucs que disait le PS et certains trucs que disait l'UMP. C'est bon? T'as pas niqué le cadre? J'étais d'accord avec certains trucs que disait le PS et certains trucs que disait l'UMP, mais je trouvais tous leurs dogmes complètement cons. Ils étaient hyper campés sur des positions à la con. Et puis, au final, au fur et à mesure des années, ils se rapprochent pour dire la même chose. Et puis moi aussi, parallèlement, je me rends compte qu'en fait, ils disent la même chose sur beaucoup de trucs. Et il y a un nouveau parti qui est créé, je me dis tiens, il y a une chance, le mec il a un discours un peu différent. C'est l'UPR qui du parle? Comment? L'UPR? Non, c'était bien avant. Bien avant. Non, mais je vais pas balancer le nom du parti, c'est trop dossier. Mais les gens trouveront, c'est Google. Parce que j'ai été candidat aussi sur une liste, etc. Mais je me suis rendu compte que de l'intérieur c'était complètement pourri. Et du coup, à faire une campagne municipale, j'ai vu comment ça se passait un peu avec les élus des autres partis, les candidats des autres partis, comment ça se passait un peu dans les autres partis. Je me suis rendu compte que tous les partis étaient gangrénés jusqu'à l'os, quoi, et que c'était impossible dans ce système qu'il y ait quoi que ce soit
Tu crois qu'aucun parti qui puisse arriver ne change les choses? C'est trop fermé? Non, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les partis, c'est que c'est gangréné par des arrivistes. Des vrais arrivistes, hein, des gens qui veulent faire carrière en politique. Il y a deux choses. Enfin, il y a trois choses. Il y a des arrivistes qui veulent absolument faire carrière en politique, c'est-à-dire ils veulent en faire leur métier, alors que si on est en démocratie, ça ne devrait pas être un métier professionnel de la politique, puisque la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc c'est chaque citoyen qui doit exercer le pouvoir, pas juste des mecs élus et qui en font leur métier. Deuxième chose, il y a des militants, des fanboys, quoi, complètement cons, quoi que ce soit qui se passe, suivront le chef, suivront le plus fort. Et puis il y a des utopistes qui arrivent et qui veulent vraiment changer les choses, et puis qui se rendent compte que c'est la merde et qui se barrent assez rapidement en général, ces gens-là. Et c'est ceux-là que tu voudrais lire. C'est ceux-là dont tu aurais besoin à la tête des institutions, mais c'est ceux-là qui se barrent les premiers. Parce que pour gagner une élection d'une envergure minimum, en fait, je suis en train de spoiler une vidéo Terrine Trash là, que je voulais faire. Donc voilà, exclu. Mais en fait, pour être élu en France, dans sauf coup de chance exceptionnel, hein, tu vois, un buzz, et un concours de circonstances qui fait que d'un coup, il y a une citoyenne qui est élue, c'est jamais arrivé, hein, ou un candidat pas trop dégueulasse qui est élu. Mais sinon, il faut le soutien d'un parti politique pour toute élection d'envergure minimale. Je dirais que même pour une ville de 10 000 habitants, il faut quand même un parti qui te dit ouais, il n'y a pas que des gens de notre parti, mais on soutient cette liste, quoi. Pour des raisons médiatiques, pour que le système médiatique te prenne en considération, et puis également pour l'appui, le réseau, parfois les finances aussi. Et donc, à l'intérieur de ces partis, il y a des mecs qui veulent faire carrière en politique. Donc, ce qui veut dire que les bisounours qui veulent le bien commun et qui veulent que les choses s'améliorent sont en compétition avec des vrais psychopathes, en fait, qui n'ont... Déjà, leur motivation, c'est qu'ils veulent faire carrière en politique. Or, souvent, ils ont fait que ça de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont été à la fac, mais ils étaient syndiqués plus qu'ils étaient étudiants. Et depuis le départ, en fait, ils savent que faire de la politique. Enfin, que faire de la polémique, en fait. Que savoir être élu, parce que faire de la politique, c'est pas savoir gérer les institutions, c'est savoir être élu. Donc, il n'y a que des mecs qui font ça depuis le départ, donc ils n'ont aucune autre compétence. Donc, déjà, la motivation ultime, c'est que pour leur propre survie, ils ne savent faire aucun autre métier. Donc, pour leur propre survie, ils sont obligés d'être élus à un moment donné. Donc, ne serait-ce que pour être choisi par le parti comme candidat, il y a une compétition de malades, donc entre ces psychopathes qui sont prêts, mais vraiment à tout. C'est-à-dire que moi, je vais te citer des exemples concrets que j'ai vus, hein. Soutenir des idées qu'ils ne comprennent pas, ou avec lesquelles ils ne sont pas d'accord même, mais comme elles ont le vent en poupe, on les soutient. Mais souvent, ces gens n'ont même pas d'idéologie, en fait, il n'y a pas de fond, hein, donc ils peuvent soutenir à peu près tout et n'importe quoi, du moment que ça peut les faire élire. J'ai même une conseillère régionale qui m'a dit « Ah, mais pour monsieur, attendez, le programme, mais on sait tous, c'est juste pour être élu, après on s'assoit dessus. » Comme ça, en réunion de parti, elle a dit ça devant tout le monde. Aucun souci. Un peu comme François Hollande l'a fait. Excusez-moi les oui, mais sauf que lui, il le dit pas ouvertement. Il dit pas je m'assois sur mon programme. Elle a dit devant des militants et tout. On n'était pas énormément, mais elle a dit devant les militants, bah attendez, le programme, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important c'est d'être élu. Après on s'assoit dessus le programme. C'est juste pour être élu. On l'a dit texto. Ça c'est gentil, hein. Après il y a harcèlement moral, anonyme ou pas d'ailleurs. Pression, parce que souvent les élus ont du pouvoir, donc ils peuvent distribuer des jobs, ou virer des gens qui sont fonctionnaires, donc pression sur des gens qui sont subordonnés. J'ai vu instrumentalisation de l'agonie et de la mort d'un proche pour justifier des trucs. Voilà. On l'attaque, ah non mais un tel de ma famille est en train de mourir, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de parler de ça là. Là je pense trop à cette personne qui est en train de mourir. Pour éviter les débats. Et baiser tout le monde. Ouais, après il y a ce qu'on connaît d'usurpation aussi de son mandat pour faire des trucs sur lesquels il n'est pas censé, tu vois, envoi de courrier, mais ça n'importe qui peut le vérifier. Tous les gens. Regardez au moment des élections, si votre maire ne vous envoie pas un courrier en tant que maire,
pour soutenir sa propre candidature, peut-être même des fois aux frais de la ville. Envoyer de la propagande aux frais de la ville, c'est illégal, mais il y en a plein qui le font. Envoyer de la propagande aux frais de la ville, ou alors écrire aux administrés en tant que maire pour leur dire de soutenir un candidat de son parti, ce qui est à mon avis illégal aussi. Je n'ai pas vérifié précisément, mais je pense que c'est interdit de dire moi le maire, je vous dis de voter pour un tel. Et voilà, donc je te le dis, vraiment ils sont prêts à tout. Ça, tu vois, en 1 ou 2 ans, j'ai vu déjà tout ça chez plusieurs élus, et tous les exemples, enfin pas tout chez plusieurs élus, mais j'ai vu ça réparti chez plusieurs élus, et tous les exemples que je t'ai donnés, je les ai vus regroupés chez un élu qui est celui que j'ai le plus fréquenté. Donc je me dis, si on reste 10 ans dans la politique, on voit bien plus que ça. On voit bien plus que ça. C'est ça qui t'a éveillé beaucoup? Et il y a aussi trahison de son propre parti aussi. Trahison de son propre parti en partant sur une liste indépendante alors qu'on est le chef du mouvement dans le département. Pas à peine liste indépendante, je veux dire une liste adverse. Falsification en interne. Faux conseil de discipline, faux conseil de parti. Et donc, je me suis dit, et alors donc ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des gens super compétents, tu vois. Moi, je me rappelle, on avait une inspectrice des finances publiques, donc au niveau du fonctionnement, au niveau de tout ce qui était comptabilité, fonctionnement interne, au niveau des finances d'une ville, tu vois, elle était hyper calée. Et puis elle avait, dans son profil personnel, elle avait plein d'autres trucs intéressants. C'est quelqu'un qui voulait vraiment le bien commun. Et cette personne, et en plus qui s'intéressait à la politique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'intéressent à la politique, et cette personne, elle a été dégoûtée, mais vraiment au dernier degré, dégoûtée de chez dégoûtée, elle s'est barrée assez rapidement, alors que franchement, c'est quelqu'un que tu voudrais, peut-être, je sais pas forcément en tant que maire, mais c'est quelqu'un que tu voudrais comme élu. Cette partie de ta vie qui t'a donné envie de... Et là, je me suis dit déjà, il faut plus jamais que tu rentres dans aucun parti, même si ça a l'air séduisant. Et ensuite, je me suis dit, ça peut pas marcher avec le système actuel. Et voter, ça sert juste de temps en temps à disqualifier un mec que tu trouverais au deuxième tour, que tu trouverais vraiment... Toi, tu crois que le changement viendrait de quoi? Et là, en plus, il faut savoir qu'en France, il y a quasiment que les 2 partis principaux qui sont élus et qui sont, à mon avis, les plus gangrénés par ça, parce que les arrivistes, ils vont dans des partis qui gagnent. Donc... Pour ceux qui nous entendent, qui voudraient voir les choses changer, tu vois comment le changement, c'est chacun doit faire son changement. Déjà, arrêtez de voter pour le PS, l'UMP et le FN, ils ne changeront absolument jamais rien. Mais déjà, il faut que chacun essaye de s'améliorer lui-même, c'est-à-dire de vraiment se cultiver, au moins politiquement, mais de façon générale se cultiver parce que voilà, il y a est-ce qu'on mérite la démocratie quoi aussi? Est-ce qu'on est assez bon pour l'avoir? Et pour toi, est-ce que tu considères qu'en France on est encore en démocratie? Ah non, en France on n'a jamais été en démocratie et c'est officiel. La France n'a jamais été décrite comme une démocratie, c'est une république. Et même dans le classement, de toute façon constitutionnellement, je crois qu'il n'y a aucune fois le mot démocratie. Ça s'est jamais revendiqué démocratie à ma connaissance. Et dans le classement, je crois que c'est The Economist, un magazine américain qui fait un classement des démocraties dans le monde. Je crois que c'est, je suis pas sûr du magazine, mais je crois que c'est The Economist. Et la France n'a jamais été une démocratie dans le classement. C'est démocratie partielle. C'est techniquement c'est un régime. Je vais faire chier les gens. Non, c'est pas bien. La France, c'est un sur le papier. C'est un régime parlementaire, c'est une république parlementaire, un régime semi-présidentiel. Voilà. Un régime semi-présidentiel et depuis Sarkozy, ça devient... sous Sarkozy, ça a été totalement présidentiel parce qu'il a abusé du système. Des abus qui existaient depuis longtemps, mais qui sont dus à des failles dans la Constitution, parce que le Premier ministre est surtout dans la pratique plus que dans la Constitution, mais le Premier ministre était devenu redondant avec le président de la République et Sarkozy est devenu un hyper-président
et a totalement assumé que voilà, les failles du système pour diriger la branche exécutive et législative, alors que normalement ça devrait pas être le cas. Et François Hollande donne l'apparence de respecter cette séparation des pouvoirs, mais je suis pas certain qu'il la respecte. Et les autres d'avant donnaient. Donc c'est un régime semi-présidentiel à cause de ça, et c'est démocratie partielle. C'est pas. Et moi je pense que honnêtement, au fond de moi, des vraies démocraties dans le monde, je pense qu'il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Dans le monde, actuellement, dans le monde, je pense qu'il n'y a aucune démocratie. Est-ce que comme certains, tu penses que le pouvoir d'achat de faire ses propres choix quand tu achètes quelque chose, ça peut être une arme? Tu parles du boycott? Du boycott par exemple? Mais je crois que actuellement, pour agir aujourd'hui, tu vois, je te parle pas de créer quelque chose, de construire quelque chose pour le futur. Ouais. Je parle agir aujourd'hui, il n'y a que ça. Agir aujourd'hui, il n'y a que le boycott, parce que. C'est pour ça que le Premier ministre veut l'interdire. C'est d'ailleurs pour ça que oui, bien sûr, bah oui. C'est le Coluche qui disait, tu penses bien que si les manifs, que si voter, pouvait changer quelque chose, ils l'interdiraient. Bah oui. Je crois que c'est Coluche qui disait ça. Bah oui, et alors ils interdisent le boycott, ils essayent d'interdire par tous les moyens le boycott. C'est-à-dire que d'abord on fait quelque chose, puis après on trouve la justification législative. On essaie de trouver les fondements légaux pour l'interdire, mais ils veulent interdire le boycott parce que en fait le monde est dirigé par l'argent. Donc il n'y a que l'argent avec lequel... Donc nous on n'a pas d'argent, mais tous ensemble, si on boycotte un truc, oui on peut faire mal. Mais ça change... Si tu veux, ça change quelques trucs, mais ça change les détails. Parce que le ballon, c'est tous des enculés. Donc, enfin, toutes les grandes boîtes, il y en a très peu d'altruistes. Et donc, tu peux boycotter un truc. Ils vont arrêter de faire ce truc-là dégueulasse en particulier, mais t'en as 15 autres à côté. Et en fait, après, tu deviens décroissant, tu pourrais plus rien faire du tout, quoi. Enfin, tu pourrais plus rien faire du tout. Faut inventer un autre truc, quoi. Faut inventer un autre truc. Provisoirement, le boycott, c'est le seul truc qui te permet d'un peu agir, tu vois. On voit que tu es un humoriste, mais tu es à fond quand même dans l'actualité, dans l'information. Pas tant que ça, parce qu'en ce moment, j'ai du mal à suivre tellement ils nous sortent de conneries de tous les côtés, c'est très dur à suivre. Mais vraiment, de tous les côtés, je te parle pas que des politiques. Et quand tu sors tes vidéos sur YouTube, est-ce que les gens comprennent un peu ce que tu fais? Ou il y en a certains qui te prennent comme certains médias pour le complotiste qui invente des choses, etc. Oui, il y en a quelques-uns, mais ouais. Excuse-moi, je termine ta question. Ou est-ce que tu as une grande partie quand même qui comprennent ce que tu veux dire et qui s'éveillent un peu, on va dire? Oui, il y en a une grande partie. Puis il y a même des gens qui n'aiment pas et qui suivent pour systématiquement me faire chier. Mais alors moi j'ai la chance de ne pas être trop emmerdé parce que j'ai Et les quelques mecs qui m'agressent, je crois que c'est ce qu'ils me reprochent aussi, c'est que je suis tellement péremptoire en fait que... Enfin, je fais mon autocritique là. Que en fait ça les décourage. C'est-à-dire que... C'est le problème de beaucoup d'artistes sont surdoués en apparence, et puis dès que tu leur mets un petit coup de pression, ils vont changer d'avis ou s'excuser. Moi non. Et je crois que ça se sent clairement. Et donc les mecs ils me clashent un peu, mais déjà les mecs qui m'agressent, où il n'y a pas de débat, je leur réponds même pas parce que j'ai autre chose à foutre. Tu vois, alors qu'il y en a toujours qui vont essayer de les récupérer, de s'excuser, d'essayer d'argumenter contre eux. Moi si je crois que le mec a vraiment pas compris et peut comprendre, je lui parle. Mais quand je vois qu'il est pas sauvable, et qu'en plus j'ai pas le temps, je lui réponds pas, quoi. Donc déjà, donc ça évite de garder ces gens-là dans le débat. Puis il y a des mecs qui commencent à être carrément insultants avec tout le monde. Moi je discute même pas, je les dégage, je les bloque parce que c'est pas la liberté d'expression, c'est mon chez moi, c'est privé, c'est ma page Facebook, c'est mon YouTube. Donc là j'ai pas à respecter quoi que ce soit. Si tu veux insulter tout le monde, non, c'est pas la liberté d'expression. Si tu veux contre-argumenter, ok. Je supprime pas des commentaires de mecs qui contre-argumentent. Il y a des mecs qui ramènent juste en insultant tout le monde, oui. Et des fois c'est YouTube qui les bloque d'office, j'ai rien à faire. Et ta chaîne, celle que tu fais, tu sens qu'elle augmente au niveau des fans, au niveau des vues, etc. Ouais, ça augmente doucement, mais alors ce qui est cool c'est que
Tu te vois comment avec cette chaîne? Là, alors là, je suis à un moment donné où... Comment tu vois évoluer cette chaîne? Là, j'ai suffisamment de gens pour que ça soit cool depuis un petit moment. Ça continue d'augmenter, donc c'est super motivant. Et ouais, donc là, c'est que du bonus. Non, en fait, là, je commence à avoir les inconvénients, en fait. C'est-à-dire que j'ai plus le temps de répondre à tous les gens auxquels je voudrais répondre. Donc là, j'ai passé le moment où il n'y avait que des avantages et que c'était marrant et que c'était cool. Là, il commence à y avoir l'inconvénient. Il y a des gens, j'aimerais bien leur répondre et puis... manque de temps. Tu vois, ouais, puis j'ai pas envie de répondre juste merci. Hein, mais je trouve ça con. S'ils sont cool avec moi, leur dire juste merci, c'est sympa, mais bon. Et voilà, donc je commence à plus avoir le temps de répondre à tout le monde. Même des fois, ou même de lire tout. Parce que des fois, il y a des mecs qui me font des commentaires super longs, je dis, putain, je trouve le temps de le lire à un moment donné et j'ai pas forcément le temps. Est-ce que le public, le meilleur moyen pour te remercier de tout ce que tu fais, est-ce que ce n'est pas de venir te voir sur scène aussi? Oui, aussi, mais c'est de partager les vidéos, si tu es d'accord, c'est la moindre des choses, tu vois, tu peux pas, si tu trouves que je dis un truc intéressant et que ça peut être intéressant de l'entendre, je pense que la base, c'est de partager le truc pour que le message se transmette. Et il y a des gens, alors au début surtout, parce que au début, dans ceux qui me suivaient, j'avais plein d'artistes qui voulaient être sympas ou plein de potes. Et alors soit il y avait des gens qui comprenaient rien à ce que je faisais, parce que c'est vraiment grâce à Greg que j'ai commencé à trouver mon public. Mais Greg t'habille bien en faisant de la pub. Et ouais, je suis pas content TV. Mais c'est grâce à lui, parce qu'au début j'avais... disons que les 500 premiers, c'était des gens plus par amitié ou par solidarité d'humoristes. Mais les mecs, soit ils comprenaient pas ce que je faisais, soit ils me disaient oui, parce que c'est des artistes, ils disent oui, c'est bien, mais je peux pas partager parce que voilà, là je passe un concours à un moment donné, voilà, s'il faut que je partage des trucs, c'est trop politique, machin. J'aimerais leur dire, mais mec, t'es fan de Dieudonné et t'as peur de partager du Franck Brusset, mais tu deviendras jamais le nouveau Dieudonné, mon gars, si t'as peur de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as même pas, c'est moi qui assume la parole, c'est moi qui assume de dire ça, toi t'as juste à partager. Après tu peux te dédouaner comme tu veux, mais si t'es censure déjà. Oui, voilà, et le mec il me dit je surkiffe, et je lui dis mais si même ça tu peux pas le partager. Si tu surkiffes et que tu peux pas partager, ça sert à rien de me le dire en privé, quoi. Partage-le. Je crois que les gens ils partagent plus des bêtises comme les chats et le... Oui, de façon générale, mais c'est pas un reproche que je leur fais. Moi, ce que je constate, c'est que les artistes qui sont censés ouvrir leur gueule partagent beaucoup moins des trucs engagés, mais vraiment subversifs et engagés, que Monsieur Lambda, quoi, que Monsieur Tout le Monde, voilà. Donc, à un moment donné... les gars, faut avoir du courage, quoi. Mais la plupart des artistes, ils savent pas pourquoi ils veulent être artistes. Ils veulent être artistes aussi. Ils veulent être connus quelque part. Mais il y a une c'est pas le métier. Ah, mais je pense qu'aussi il y a une déconstruction de ce qu'est l'art qui est assez phénoménale depuis longtemps. Est-ce que la télé n'a pas joué là-dedans? Ah non, avant ça, je pense. Beaucoup de jeunes on voit maintenant, ils veulent juste être connus, mais ils savent même pas comment. Ah oui, c'est un métier d'être connu. La télé-réalité a été un catalyseur de ça, hein, parce que du jour au lendemain, tu avais des gens qui devenaient connus sur du vent, qui n'avaient aucune compétence, mais qu'on faisait jouer dans des trucs à la télé. Avant ça, il y a eu des mannequins qui n'étaient pas... Je veux bien qu'un mannequin devienne actrice, mais... Excuse-moi, je parle longtemps. Je veux bien qu'un mannequin devienne actrice, mais à un moment donné, il faut apprendre à faire le boulot, quoi. En tout cas, c'était... Tu peux juste nous rassurer alors? Tu n'es pas, pour les gens qui nous écoutent, et tu n'es pas complotiste, tu n'es pas antisémite ou... Alors, antisémite, je peux le dire sans ambiguïté, non, je ne suis pas antisémite. Tu te considères pas complotiste? Mais complotiste, alors antisémite, c'est une définition claire, donc je peux dire que je ne suis pas antisémite. Antisémite, aujourd'hui, par la définition, c'est quelqu'un qui est raciste aux juifs, qui pense que les juifs constituent une race à part et qui est raciste aux juifs. Donc non, je ne suis pas antisémite, clairement. Après, complotiste, c'est un terme vague dans lequel on met tout le monde quand on veut pas. Quand on n'a plus d'arguments, on dit ah bah t'es complotiste. Donc moi je refuse de rentrer dans ce débat complotiste pas complotiste. D'autant que c'est quoi complotiste? C'est croire aux théories du complot ou croire à des fausses théories du complot sans preuve.
enfin, le gouvernement veut nous faire croire que la théorie du complot, c'est en gros, quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, tu inventes. Ouais, mais c'est dommage parce que leur version change aussi. Oui. Donc un mec qui peut être complotiste en 2001 et puis ne plus l'être en 2015. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est ça le problème, c'est que si eux ils disaient la vérité d'abord. Commencez par là. Oui, donnez l'exemple. Moi je ne me considère pas comme complotiste, mais c'est vrai que quand tu vois... Si on restreignait au maximum la définition du complotisme, qui est la façon dont je l'utiliserais si je rentrais dans le jeu, c'est quelqu'un qui croit à des théories du complot sans en avoir la preuve et qui voit des preuves là où il n'y en a pas. Donc de ce point de vue-là, non, je ne me considère pas comme complotiste. Après, même ces gens-là, je ne leur jette pas la pierre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que ces 50 dernières années, il s'est passé tellement de trucs où il y a eu effectivement des complots qui à l'époque auraient pu être des théories du complot, mais maintenant font partie de l'histoire. Donc tu peux pas leur reprocher de soupçonner et de vouloir trouver des preuves que ça se produit toujours, tu vois. Voilà, après, moi j'affirme rien sans preuve irréfutable. D'ailleurs, dans tes vidéos, tu mets toujours les liens de ce que tu... Oui, et en plus, c'est des trucs, c'est pas des trucs alternatifs. C'est souvent... Moi, je fais que souligner des trucs qui sont... Visibles, ouais. Mais en plus, j'ai envie de dire... Moi, j'ai pas envie de m'intéresser au complot. Et aux trucs vraiment qui seraient vraiment cachés, pas au complot, parce que il y a des influences, il y a des intérêts économiques, il y a des influences qui ne se révèlent pas au grand jour, pas tout à fait, mais il y a déjà tellement, je veux dire, ils nous enculent tellement déjà au grand jour de tous les côtés, que qu'est-ce que tu vas te faire chier à chercher des complots, alors que... Tout est devant toi. Mais je veux dire, quand je te dis tout est devant toi, il y a 52 milliardaires qui possèdent autant, même plus maintenant, que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est-à-dire 52 mecs, c'est même pas 1% de l'humanité, hein, c'est beaucoup moins que ça. 52 hommes et femmes, principalement des hommes, dont souvent certains sont de la même famille, qui possèdent autant de richesses en termes chiffrés, sachant qu'en plus, ils en cachent à mort. Donc c'est des suppositions, ça se trouve ils possèdent beaucoup plus. Mais ils les cachent à mort pour pas payer d'impôts. Donc c'est 52 personnes. Je crois qu'ils sont 52, 62, je sais plus, enfin bref, dérisoire comme chiffre, possèdent autant que plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et on a à peu près la liste, puisqu'il y a Forbes qui fait chaque année un classement des milliardaires, un classement des gens les plus riches du monde. Donc on sait qui sont ces 52 personnes. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as autant d'argent que ça à si peu de gens, il y a un souci quelque part. Tu vas pas me dire que si l'autodétermination des peuples va à l'encontre de ton enrichissement, tu vas pas faire quelque chose contre. Tu vas pas me dire que déjà, tu n'as pas le pouvoir de le faire, et tu vas pas me dire que dans ces cas-là, tu vas te restreindre de le faire. Parce que les mecs, pour arriver à ce niveau-là de richesse, je peux te dire qu'ils ont marché sur la tête de beaucoup de gens. Donc un petit peu museler la démocratie ou les médias à tel ou tel endroit, est-ce que tu crois que ça va te faire... à mon avis, ça te fait ni chaud ni froid quand on est arrivé là. Donc à un moment donné, c'est pas un complot, ça. Je veux dire, c'est évident. Quand tu vois ce que des entreprises de taille moyenne ou grande sont prêtes à faire pour faire du profit, un type qui a autant d'argent que ça, qui est multimilliardaire, évidemment qu'il ne va pas hésiter à s'engager dans des choses qui ne sont pas démocratiques, progressistes, et voire fermer les yeux et laisser les mecs qui sont en dessous faire le truc, mais tout en faisant en style qu'il n'est pas au courant. Mais parce qu'ils auraient, ces gens-là, parmi les 52, même à 3, avec l'argent qu'ils ont, ils auraient le pouvoir de changer le monde. Hein. Oui, bien sûr. Totalement, ne serait-ce qu'en ouvrant leur gueule sur le sujet. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de complot. Il n'y a pas besoin de complot. Tout est devant. On en fout tout le monde au grand jour.
avec l'argent. Donc qu'est-ce qui a besoin de se faire chier à faire des complots? Bon, on arrive à la fin de l'interview, une très bonne interview d'ailleurs que tu nous fais. Bah, merci. Pour les gens qui nous écoutent, on peut te suivre sur quel site? Mon site c'est francbrusset.com, mais vous pouvez me retrouver sur un peu tous les réseaux sociaux. Ouais. On tape Franck Brusset? Ouais, mais principalement YouTube donc, et Facebook. Mais je suis aussi sur Diaspora, qui est un réseau social libre. D'accord. Et c'est un truc dont j'essaie de faire la promotion. Ah, c'est très bien. Parce que, comparé au succès de Facebook, c'est vraiment ridicule. Mais en fait, c'est un réseau social donc libre sur le principe de Linux, c'est-à-dire que le code est libre. Et en plus, il est décentralisé. Donc, c'est-à-dire que c'est des serveurs, des pods, enfin des groupes de serveurs sur lesquels on s'inscrit et qui sont connectés entre eux par le même réseau social. Mais s'il y en a un qui ferme, les autres sont encore connectés. Et ils sont partout dans le monde, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire pression pour fermer ce réseau. À part le rendre illégal dans tous les pays du monde, on ne peut pas fermer ce réseau. Et c'est totalement indépendant parce qu'il n'y a aucun intérêt financier derrière, c'est chacun ou son pote. Par exemple, il y a Monsieur Mondialisation, qui est un site internet qui fait la promotion d'idées alternatives, qui a son propre pod, donc on peut s'inscrire sur mondiaspora.net, je crois, ou .org, qui est le pod diaspora de Monsieur Mondialisation. Il y a Framasoft qui en a un aussi en France. Bref, voilà, tous ces trucs sont connectés au même réseau, mais indépendants, donc indémontables, D'accord. Inattaquables. En plus, tu nous donnes des bonnes infos. Et en plus, mais je voulais faire une vidéo dessus, mais j'essaie de le présenter avec humour. Et en plus, comme c'est totalement libre, il y a pas et que le système a été conçu par des mecs qui réfléchissaient à ça, au niveau confidentialité, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a bien des groupes de personnes définis avec qui tu choisis de partager tel ou tel truc, ou alors tu choisis de l'envoyer au monde entier en espérant que quelqu'un verra. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des gens qui m'ont découvert via Diaspora d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous en avez marre, je vous parle directement à vous, non, mais si vous en avez marre de Facebook ou votre amie, vous êtes pote avec elle, mais ça vous saoule qu'elle vous parle de la consistance du caca de son gamin, si vous en avez marre de voir des posts comme ça, déjà ne likez pas ces posts sur Facebook, vous les verrez moins. Et en plus, sur Diaspora, c'est pas du tout le même genre de communauté, c'est-à-dire que c'est vachement plus idée alternative au système, donc c'est vraiment un réseau social de gens alternatifs, on va dire. Ça, c'est une bonne idée. Certains diraient complotiste. Complotiste, voilà. Chacun sa définition. Est-ce que tu aurais un message de fin pour tous tes fans ou les gens qui ne te connaissent pas encore, si on a? Merci, je vous aime. Et, ça me fait plaisir que, même si je ne suis pas d'accord avec tout le monde, ou vice-versa, qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me suivent, mais il y a un débat, il y a quelque chose qui se... On peut te voir où sur scène bientôt? On pouvait me voir au Pas Content Comedy Club, mais là la date de la prochaine est très incertaine. Suivez sur Facebook notamment, je parle de quand je ferai mon prochain spectacle. Et sinon, les gens qui veulent être prévenus directement par email, ils peuvent envoyer un email à dansmaville@francbrusset.com et ils envoient le nom de leur ville en objet de l'email. Et après, moi, je les mets dans des listes, tu vois. Je fais le petit boulot. Et quand il y a suffisamment, par exemple, s'il y a 15 000 personnes qui m'envoient Toulon, je vais aller jouer à Toulon et je les préviendrai. Et c'est là que je leur donnerai les réducs en priorité ou les invites si je peux. Comme ça, pour remercier les gens qui croient au truc et qui font la promotion de ça. Bon, c'est super. En tout cas, on voulait te remercier vraiment d'avoir accordé cette interview. Non, c'est moi. On voulait te féliciter parce que ça fait 2 fois qu'on vient au spectacle et 2 fois c'est blindé. Et dès que tu rentres sur scène, c'est vrai que tout le monde applaudit et tout le monde est très content de toi. C'est parce qu'ils ont peur de moi physiquement. Parce qu'on est très proches. On est trop proches sur scène. On est trop proches et j'ai le bras long. C'est vrai que tu as un humour que tout le monde adore, j'ai remarqué ça sur scène. Là, les gens savent ce qu'ils viennent voir. Ouais, c'est ça. Après, moi, je t'avoue que sur des scènes plus généralistes, des fois, il y a des gens. Et là, le public, il y a une partie du public qui dit « Ah, c'est génial de voir un truc comme ça !» Puis il y a une autre partie qui est il parle même pas du métro, il parle même pas des blagues de château d'eau qui ont des faux cheveux. Attends, c'est quoi ce mec ?»
Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de venir te voir et on reviendra en tout cas. Et puis merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. On mettra les infos sur le site. Dès qu'il y a du nouveau, on mettra aussi sur notre site pour tes sorties. Et puis continuez à faire ce que vous faites. Hein. Voilà, et puis on espère à très bientôt. On te souhaite bon courage. À bientôt. D'accord.